Le défi adressé à la direction spirituelle absolue de l'Église marque le début de la rupture avec la tradition, le réveil et la maturation des consciences à travers les idées des Lumières européennes qui répondent aux nouveaux groupes et aux nouvelles demandes laïques de la société. L'intérêt des traducteurs est également tourné vers l'histoire grecque telle qu'elle est exposée dans les éditions modernes destinées aux écoles. Depuis que leurs descendants ont été privés du bénéfice public de la morale de cette époque, la traduction est destinée à combler le vide de la création. Le classicisme de la littérature grecque s'est manifesté aussi par l'écriture de pièces inspirées de l'Antiquité, mais dans une moindre mesure, comme en témoignent les tragédies issues du milieu phanariote au début du XIXe siècle. Merci Madame Laura pour cette intervention, cette communication riche et combien, disons, importante et s'inscrit dans le vif même de la thématique du colloque, hein, les sources orientales, disons, arabes des Lumières. Et ça laisse à penser, ça va motiver la salle certainement à poser des questions sur, sans vouloir orienter ou bien influencer sur quel islam, de quelle lumière et de quel Hegel. Donc il y a des islams, l'islam déjà des Lumières et l'islam dans le système de Hegel lui-même. Donc vu et interprété selon la philosophie de l'esprit ou bien la marche de l'universel chez Hegel. Donc avant de donner la voix à la salle pour la discussion, donc la deuxième communication c'est Madame Alexandra. Donc je rappelle le titre, récupérer le patrimoine national, œuvre européenne inspirée de l'Antiquité traduite en grec moderne au cours des Lumières néo-helléniques. Donc, bien à vous la parole, Madame Alessandra. Merci beaucoup. Merci les organisateurs pour leur hospitalité. Et on va changer de climat maintenant. On ne va pas plus parler de l'islam, mais de l'héritage classique récupéré par les Grecs modernes par l'intermédiaire de l'Europe pendant les siècles des Lumières. L'antique, ou autrement le classique, consiste en l'imitation des anciens grecs et romains et répond aux besoins des Lumières. La littérature du XVIIIe siècle est fortement marquée par l'esthétique de l'âge classique, conçue comme le sommet de la culture produite par la conception cyclique de l'histoire. Il s'agit du mouvement qu'on appelle classicisme, ou plus précisément néoclassicisme, pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Les auteurs puisent leurs modèles dans l'Antiquité et les modèles diffèrent selon le classicisme. La querelle des anciens et des modernes renforce la certitude de l'égalité ou même de la supériorité du classicisme moderne sur celui de l'Antiquité. Le classicisme français exerça un fort impact sur d'autres pays qui, comme la Grèce, se situaient aux confins de l'Europe et de l'Asie. L'hellénisme soumis à la conquête ottomane et vénitienne n'était pas passé par la Renaissance occidentale et était dominé par l'éthique chrétienne et par l'Église orthodoxe qui avait embrassé le néo-aristotélisme. Il ne s'était pas pourtant complètement dissocié de l'ancien monde, au moins en ce qui concerne une petite minorité cultivée. Le défi adressé à la direction spirituelle absolue de l'Église marque le début de la rupture avec la tradition, le réveil et la maturation des consciences à travers les idées des Lumières européennes qui répondent aux nouveaux groupes et aux nouvelles demandes laïques de la société. Les Lumières néo-helléniques qui datent du début du XVIIIe siècle et sont un transfert principalement français, sans pour autant négliger les composantes italiennes, anglaises et allemandes, ont atteint leur apogée au cours des 50 années 1774-1821. Elles sont divisées en 3 périodes qui correspondent aux étapes des Lumières françaises. Voltaire, encyclopédie, idéologue.
Le mouvement est suspendu par la révolution grecque de 1821, même si on note des survivances au moins jusqu'au milieu du XIXe siècle. Les médiateurs culturels entre l'Europe et l'Empire ottoman furent les archontes du Phanar, le quartier de Constantinople connu sous le nom de Phanariote. Grands drogmans et princes de la Roumanie, polyglottes et cosmopolites, ils avaient adopté comme modèle le despotisme éclairé. Peu à peu, les érudits laïcs prennent le dessus sur le clergé, tandis que le type de commerçant intéressé par des productions intellectuelles fait son apparition. Dans les centres de la diaspora grecque, Venise, Vienne, Paris, Odessa, les commerçants épris de littérature prennent l'initiative de publier des traductions d'ouvrages occidentaux ainsi que des revues et des journaux. Le personnage principal du mouvement de lumière néo-hellénique est Adamas Koraï, installé à Paris et étroitement lié aux idéologues. Son désir consiste dans le transfert des lumières de l'Europe. En soulignant que l'Europe a reçu les lumières de la Grèce antique et que maintenant ces dernières retournent dans leur pays natal, il s'y applique de manière constante lorsqu'il lie l'éducation à la liberté en reprenant cette œuvre majeure qui est l'édition des auteurs classiques. Les traductions, résultat de la curiosité envers les langues occidentales et envers leur apprentissage, qui apparaissent en grand nombre vers 1740 avec la traduction des œuvres de Molière dans les milieux phanariotes, occupent une place principale dans le mouvement de lumière néo-hellénique. Le point culminant ne tardera pas à se produire. Vers 1768, les œuvres de Voltaire sont traduites, puis des œuvres d'autres Français et Allemands, littérature, morale, philosophie et histoire, inspirées de l'Antiquité. Un ouvrage important de la littérature française du XVIIe siècle est Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse de Fénélon, destiné à l'éducation morale et politique du duc de Bourgogne et qui reflète le climat du despotisme éclairé. Il a été traduit en grec vers 1720 à la demande du prince Alexandros Mavrokordatos, car il constituait sans aucun doute un miroir princier pour les phanariotes. Un remaniement de cette traduction sera publié au début du XIXe siècle. Soulignant les origines anciennes de l'original, le traducteur écrit dans sa préface que le livre a été traduit en plusieurs langues, latin, italien, anglais, allemand, hongrois, illyrien. En outre, le livre est d'une grande valeur parce que l'auteur cache avec sagacité la vérité sous la fable, imitant en cela, sans ménager sa peine, les anciens sages des Grecs, comme il écrit. Konstantinos Tipaldos, professeur à l'Académie ionienne, donne encore plus d'importance à la dette des œuvres de Fénélon envers les Grecs anciens lorsqu'il traduit de l'abrégé des vies des anciens philosophes la vie de Thalès. Il clarifie dans son avant-propos qu'il traduit des vies appartenant à l'héritage grec qui ainsi revient à leur berceau par l'intermédiaire des Français. Fénélon est déjà connu au public français par Télémaque, ce livre d'or en prose, qu'il a immortalisé en effet à l'égal des Homères et de Platon. Le traducteur cite ensuite un passage de Gérando, louant l'auteur, le décrivant comme héritier des anciens. Un grand dramaturge italien est traduit dans les milieux phanariotes, comme le montre un manuscrit contenant les drames héroïques de Métastase. Des tragédies de Métastase s'inscrivaient dans l'esprit du despotisme éclairé des principautés danubiens et rétablissaient des thèmes grecs anciens, Mégacle, Thémistocle. Pendant la Révolution française, l'Olympiade a été traduite par le patriote Rigas Velestinlis. Le mot liberté y est écrit en majuscule, tandis que le texte se termine par un refrain en grec ancien. De nombreuses traductions de Métastase, à la fois imprimées et manuscrites,
atteste de l'hégémonie du dramaturge italien dans le domaine de l'éducation par le théâtre basé sur des thèmes anciens. Les pièces de métastase telles que Thémistocle in Persia et Léonidas in Thermopylae ont été jouées par le théâtre amateur grec d'Odessa. Plus tard, dans un recueil de divers poèmes dramatiques publiés à Vienne, sont inclus les mélodrames l'Achille in Chiro de Métastase, Philotas de Lessing, Thérophilos et Ariadne à Naxos de Brandt. Un ouvrage important dans la littérature française, Les voyages du jeune Anacharsis en Grèce de Jean-Jacques Barthélemy, est traduit par Rigas Velestinlis. Le roman de Barthélemy, influencé par l'exaltation archéologique et la littérature des voyages, reflète les tendances morales et philosophiques du parcours pédagogique des XVIIe et XVIIIe siècles. Les fausses aventures et l'amour sont absents, mais sous l'influence de Rousseau, il promeut la bonté naturelle de l'homme et critique les réalisations des nations éclairées par le biais d'une évasion esthétique dans l'Antiquité grecque. Une seconde traduction est dédiée au prince de Moldavie, Mikhail Souchos. Dans sa préface, le traducteur fait l'éloge du patriotisme et des progrès de la nation qui l'ont motivé dans la traduction. Un autre ouvrage de l'abbé Barthélemy, Les Amours de Charité et de Polydore, est traduit et publié à Budapest, dédié à un notable phanariote. Dans sa brève allocution, le traducteur note qu'il lui propose, pour l'ornement de la nation, encore un très beau poème, très moral quant au sens et de lecture très agréable. Une deuxième paraphrase anonyme du même ouvrage est dédiée au prince Alexandros Souchos. Dans sa préface, le traducteur explique qu'il a choisi l'œuvre à cause du manque de ses écrits élégants et gracieux qui contribuent du mieux possible au progrès rapide de la langue. Outre cela, le roman, puisqu'il ne contient pas de discours ni d'actes impudiques, introduit habilement par là même la vertu, le sens des convenances et la politesse des mœurs. Pour cette raison, il a été traduit pour l'agréable, mais aussi pour l'utile des gens de la nation. Deux traductions de l'ouvrage de Gabriel Mably, Entretien de Phocion sur le rapport du moral avec la politique, seront produites à peu près à la même date. La première est due à un grec qui vit en Russie et a été publiée à Saint-Pétersbourg. Dans sa dédicace, le traducteur explique qu'il a décidé de traduire l'œuvre car il considère qu'elle contient des valeurs morales élevées qui méritent d'être lus par les Grecs et qui leur rappellent les hommes glorieux de leur ancienne patrie. La deuxième traduction de l'œuvre de Mably sera réalisée par une jeune phanariote et sera publiée à Jassy par son oncle. Dans son introduction historique complète, l'éditeur souligne la glorieuse époque gréco-romaine et son système politique proposé par Mably tout en critiquant le féodalisme. Selon l'éditeur, Mably, feignant de l'avoir trouvé par hasard, traduisit et commentera en partie ce chef-d'œuvre qu'il n'est pas de nation dans le monde qui ne put retirer plus ou moins de bienfaits de sa publication, raison de plus lorsqu'il s'agit des descendants de Phocion. De la littérature allemande inspirée de l'Antiquité, l'œuvre de Christoph Wieland, Geschichte von Agathon, est traduite et éditée à Vienne. Dans sa longue préface, le traducteur écrit qu'il a rendu à Agathon sa voix maternelle afin qu'il examine les us et les coutumes de ces nobles ioniennes qui lui parurent toujours égaux aux Athéniens à sagesse et en politesse de mœurs. Agathon ressemble à la Cyropédie de Xénophon et fournit des modèles de vertu. À l'occasion d'Agathon, le traducteur souligne que la traduction de la littérature ancienne doit viser non seulement au plaisir comme les romans, mais aussi à l'éducation.
En ce qui concerne la littérature archaïsante allemande, la traduction des œuvres d'Auguste Lafontaine, Agis und Kleomenes ou Die spartanischen Könige et Aristomenes und Gorgus sont édités à Vienne et à Moscou. Un étudiant grec de Thessalie traduit l'œuvre de Goethe, Iphigénie of Tauris, et la dédie à Goethe, auquel il a présenté le manuscrit de la traduction édité à Iéna en 1818. La pièce avait un thème grec et était destinée à une représentation théâtrale à Odessa, comme indiqué dans la préface du traducteur. Le théâtre à Odessa a été développé dans les années 1814-1818 et coïncide avec l'exaltation patriotique de cette communauté grecque. Outre les œuvres littéraires, morales et philosophiques, sont également traduites des œuvres historiques. L'œuvre de Montesquieu, Considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, est traduite et publiée à Leipzig en 1795. La traduction transmet la pensée de Montesquieu sur la corruption et le déclin des systèmes politiques et en esquissant la perspectivité de la liberté. L'intérêt des traducteurs est également tourné vers l'histoire grecque telle qu'elle est exposée dans les éditions modernes destinées aux écoles. L'histoire d'Oliver Goldsmith, The Grecian History from the Earliest State to the Death of Alexander the Great, est traduite et publiée à Vienne. Comme le traducteur Dimitrios Alexandridis l'explique dans son introduction, il a décidé de traduire le livre de Goldsmith qui plaisait à sa curiosité et par le fait que le livre est délibérément présenté en Europe et en particulier à Cambridge comme le plus bref et le plus attrayant tant pour les écoliers que pour les autres lecteurs. L'année suivante, Alexandridis publie le 3e volume de l'histoire de Goldsmith. L'intégration du chapitre a un bref traité sur les arts et les sciences, mais aussi sur la religion, l'éthique et les coutumes des Grecs, témoigne de son intérêt ethnographique qui découle en grande partie de l'histoire de Millau, élément d'histoire générale ancien et moderne, qui avait été également traduite. En accord avec Voltaire, il est influencé par la perception selon laquelle l'histoire est une science générale de l'homme et enregistre les mœurs, les coutumes et la culture. Outre l'histoire de la Grèce antique, des ouvrages liés à l'archéologie sont également traduits. Dans un seul volume sont rassemblées les traductions de 2 œuvres écrites en latin, Antiquitatum Homericarum Libri 4 et d'Angelo Maria Quirini Primotia Corcyra. Le volume est destiné à être distribué gratuitement aux philologues. Au cours des premières décennies du XIXe siècle, les traductions de Voltaire et d'Alfieri se partagent un front opposé au despotisme et répandent des messages politiques et philosophiques contre la tyrannie en vue de l'émancipation nationale. Dans un recueil de tragédies diverses présentées au théâtre de Bucarest, sont éditées 2 traductions de tragédies d'Alfieri, Oreste et Filippo, et 2 de Voltaire, Brutus et Mérope. La préface du traducteur souligne l'importance du théâtre auquel les anciens croyaient non seulement en tant qu'objet de divertissement, mais aussi de réflexion et d'étude. C'est pourquoi de grands esprits s'y sont adonnés, corrigeant les mœurs et polissant la langue. Depuis que leurs descendants ont été privés du bénéfice public de la morale de cette époque, la traduction est destinée à combler le vide de la création. Un théâtre grec a récemment été installé dans la ville et les Grecs de la communauté de Bucarest ont demandé aux traducteurs de traduire et de publier certaines tragédies. Dans les îles Ioniennes, 2 originaires de Corfou traduisent, sans que l'un connaisse l'activité de l'autre, l'Agamemnone d'Alfieri. Ce sont 2 cas qui suggèrent le modernisme et assimilent le néoclassicisme à travers le drame italien.
Pour finir, nous pouvons ajouter que le classicisme de la littérature grecque s'est manifesté aussi par l'écriture de pièces inspirées de l'Antiquité, mais dans une moindre mesure, comme en témoignent les tragédies issues du milieu phanariote au début du XIXe siècle. Le phénomène ne s'est pas éteint pendant la période des Lumières néo-helléniques et le poids de l'héritage antique s'est manifesté dans l'État grec fondé en 1832 comme tout au long du XIXe siècle. Merci.